Bonjour, dans cette vidéo je vais essayer de vous présenter un petit tutoriel sur Maple ou Maple. Donc c'est un outil de calcul formel. Moi je pense qu'il est plus simple d'utilisation. Certes il est moins puissant que MATLAB, mais il est tout de même assez léger et assez intéressant dans la mesure où on se permet de faire des calculs rapidement. Donc c'est une sorte de calculatrice de calcul formel, donc il vous permet de faire plusieurs opérations, plusieurs instructions sont pré-programmées. Donc vous avez des procédures qui sont prêtes, il suffit juste de les appeler pour la résolution, l'optimisation aussi, et aussi tout ce qui est relatif aux différentes opérations mathématiques sur les matrices, les vecteurs, et la représentation graphique aussi. Donc vous avez eu ce fichier, sinon vous trouverez le lien au-dessous de la vidéo, je vais essayer de le mettre par la suite. Donc s'il s'agit d'une version portable, donc je double-clique sur Maple 14 portable. C'est une version en fait qui va s'ouvrir juste avec le Java, sans aucune installation requise, et par la suite elle va se fermer. Donc ça demande un petit bout, quelques instants pour que ça démarre. Et une fois démarré, on peut faire ce qu'on veut dessus. Donc enregistrer par la suite notre fichier, puis refermer, ça se referme rapidement. Donc si on a plus, comme si on n'a plus rien installé sur l'ordinateur. Voilà. Donc l'interface est le suivant. Vous avez une page généralement qui est relative aussi à un tutoriel. Donc on va la laisser à part et on va prendre une nouvelle page. Donc ça on va l'enlever. Alors pour une bonne visibilité, tout ce qui sera écrit comme instruction, il sera écrit ici. Pour une bonne visibilité, je vais mettre affichage, je vais agrandir, donc facteur d'agrandissement, je mettrai en 200. Voilà. Donc pour commencer, assez simplement, donc une instruction d'affectation, A2 égale 1. Donc il va affecter le 1, qui est une variable numérique à un caractère A. Voilà. Même chose, B, 2 égale 2 par exemple. Voilà, il l'affiche. Ça aurait été possible de rajouter 2 points, comme ça il va cacher le résultat. Et dès qu'on a le chiffre ici, le 2, on comprend bien que ça a été effectivement affecté. Donc 2 points, et ça fait disparaître le chiffre. Alors pour s'assurer, je remets A, et ça me donne 1, B, ça me donne 2. Donc effectivement il connaît maintenant le A et B. Donc je supprime tout ça. Et si je mets A plus B, ça me donnera 3. Donc il sait effectivement faire l'addition. L'addition est par simple A plus B. Lui il connaît le A, il connaît le B en fait. Voilà. Donc je peux imaginer aussi aller directement pour mettre en place une équation type A multiplié par. Donc le point en fait c'est un résultat de la multiplication. Donc quand j'appuie sur multiplication, ça me donne ce point. Il est différent de ce point normal. C'est pas le même point. Voilà, multiplication A fois donc x au carré, puissance. Donc puissance c'est chapeau. Je clique 2 fois sur chapeau. Après j'enlève le chapeau, je mets à la place 1, 2 carré plus b fois x par exemple, plus 2 par exemple. Voilà. Ça c'est une équation en fait, x carré plus 2x plus 2. Alors bon, si on veut résoudre cette équation, il est possible de la résoudre. L'instruction de résolution, résoudre cette équation égale 0 bien sûr, chercher les zéros. Alors pour ça, l'instruction solve. Donc avant de mettre solve, ça je vais l'affecter à une fonction. Donc je peux imaginer une fonction par exemple g de point égal. Donc ça sera le g. Donc maintenant je reconnais g. Ça me facilitera la tâche pour solve g. Alors lui, soit je lui mets g égale 0, soit je lui mets que g, il va comprendre qu'il s'agit d'une recherche des zéros. Donc si je mets entrée, il met un peu de temps, il me donne deux solutions imaginaires. Donc certes, ici, il s'agit certainement
d'une équation avec deux solutions imaginaires. Donc si je change un peu, je mettrai moins pour avoir des solutions qui sont réelles. Toujours pas. Donc moins ici. Voilà. Donc ici, solve, pour lui, ça résout une équation. De même, solve pour une équation assez simple, x moins 1, par exemple. Il va savoir que c'est x égale à 1. Donc solve, pour lui, c'est résolution d'une équation. Alors, il est aussi possible de faire des calculs par exemple d'intégrale. L'intégrale, c'est assez simple. Je vais appeler une base de données des expressions, et je prendrai une expression type intégrale de a jusqu'à b, donc je vais mettre par exemple de 1 jusqu'à 10, par exemple, de g, qui est une fonction de x. Ça aurait été une autre fonction, j'aurais dû mettre autre chose ici. Donc g de x dx, il calcule l'intégrale, 216. Donc c'est une expression, bon, une base de données expression pour faire des choses rapidement. Voilà. Donc ce qu'on peut faire aussi, c'est une instruction plot pour représenter graphiquement. Donc plot sera essentiellement dédié à la représentation graphique. Donc plot g. Donc si je mets plot g, pardon, plot sans e, et c'est un graphique. Voilà, c'est un graphique de g. Alors, graphique de g, lui, il comprend que la réponse ou l'ordonnée, c'est le g, voilà, et la variation sera essentiellement relative au x. Alors, pour zoomer, par exemple, on a souvent besoin de zoomer un petit peu cette plage de variation de x et de y. Il est possible de mettre une virgule et de mettre x égale 0,10, par exemple. Voilà, il va zoomer de 0 jusqu'à 10. Alors plus que ça, je peux zoomer aussi ce qui se passe par exemple de 10 jusqu'à 40 dans l'axe des ordonnées, avec simple virgule par la suite. Et je mettrai 10 2.40. Voilà. Là, il a zoomé sur l'ordonnée de 10 jusqu'à 40. Il est aussi possible de tracer plusieurs courbes. Ici par exemple, j'ai, donc je vais mettre un petit crochet, une autre virgule à côté de G, et je mettrai 30 par exemple. 30. Donc, je ferme le crochet. Et il va me tracer deux courbes G en rouge et en vert cette fois-ci la fonction 30. Bon, 30 ici c'est un chiffre, donc certainement c'est une droite qui passe par 30, l'ordonnée 30. Voilà. Donc déjà là c'est une bonne chose qu'on pourrait tracer plusieurs courbes en même temps. Il est aussi possible de résoudre des équations qui contiennent l'intégration. Donc c'est possible par exemple de lui demander de résoudre l'équation intégrale de la fonction égale 0. Ça aurait été possible. Quand est-ce que l'intégrale de cette fonction sera égale à 0? On verra ça de toute façon dans l'application qui viendra par la suite. Alors après il est aussi possible de... Alors, ce qu'on peut faire par la suite, c'est... Il est en fait possible de faire une application rapide sur une boucle. Donc, comment une boucle s'écrit sur main, c'est très simple. Donc, une boucle type for. Donc ici, j'étais en train d'écrire sur un environnement qui n'est pas math, qui n'est pas dédié aux instructions. Je vais revenir à math. Voilà. Donc je ne peux écrire des instructions qu'ici, en fait. Donc for et for x, ma variable de g. Donc from de 1, 1, 2, 20 par exemple. Et ici je peux rajouter by c'est le pas, le step by 1, donc 20 fois, calcul, do. Donc ici je peux lui demander de faire des choses. Pour x allant de 1 jusqu'à 20 by 1, il va faire des choses. Alors, parfois on est assez
limite pour l'écriture. On ne veut pas allonger cette boucle et l'écrire sur une ligne et ne pas l'écrire que sur une ligne. Donc je vais faire Shift, Entrée. Ça me permet de descendre un peu en bas. Voilà, comme ça. Alors qu'est-ce que je lui demanderais de faire? Par exemple, je lui demanderais de calculer G, tout simplement. Voilà, G. Donc voilà, G. D'où G. D'où G. Donc je vais mettre un point virgule. Et revenir à la ligne. Bon, après je peux lui demander de m'afficher le G, donc print G, par exemple il est possible d'afficher G et X, donc je veux afficher X, donc c'est comme s'il y a un tableau de variation de G en fonction de X. Voilà, point virgule, ici, and do. Je fais une petite erreur, c'est pas print que j'ai écrit print, donc print. Voilà. Alors en fait, ouais. Ici, je vais mettre 2 points. Comme ça, il ne va pas m'afficher les résultats de la boucle en elle-même, il va afficher que l'instruction print. Donc, chaque fois, il m'affiche X, et il m'affiche G. Voilà. Voilà. Donc c'est assez simple. Alors, dans cette boucle, je peux même bon, aller un peu plus loin et dire, par exemple, si le G, à un moment donné, par exemple, est égal à 78, je veux qu'il fait le travail, et dès que G soit égal à 78, qu'il m'affiche quelque chose. Donc ici, je peux ajouter if à l'intérieur, if G donc égal à 78, then, donc à ce moment-là, il m'imprime ici un point end if. Il faut que je finisse avec if. Voilà. Donc là, il m'a pas tout affiché, il m'a affiché que le résultat qui correspond à x égale 10, g égale 78. Ça aurait été possible de mettre, par exemple, quand c'est inférieur, il va m'afficher une liste, certainement. Bon, regardons ça comme ça. Donc là, en fait, on sait faire une boucle. Donc sous sa forme la plus simple, une boucle type if, et même rajouter une boucle type for et rajouter des choses dedans, un test d'arrêt ou une boucle supplémentaire type if. Il est aussi possible de voir dans le help la boucle while, c'est assez simple aussi, donc des tests d'arrêt qui peuvent être rajoutés pour, voilà, pour régler un certain nombre de problèmes relatifs aux exercices qu'on peut avoir. Voilà. Donc jusqu'ici, c'est, on va dire, c'est les instructions de base dont on a besoin habituellement. Alors, ce que je vais faire, je vais rajouter plus que ça une chose intéressante qui est habituellement fait avec Solver, tableur, pour faciliter un petit peu la récupération des paramètres du modèle, l'optimisation des paramètres du modèle. On va essayer de faire un lissage de courbe, un fitting des données d'expérimentation pour ajuster un modèle. Avec Maple, il est possible de le faire. Donc pour ça, je vais me rendre à NIST. Alors c'est le même résultat que j'avais utilisé dans la vidéo précédente pour ajuster les paramètres d'une équation d'état. Alors ici je vais prendre les mêmes, toujours le nitrogène, azote. Donc je vais faire un copier-coller. Donc ce tableau je l'ai récupéré en fait, je le récupère du NIST. Seul changement par rapport à ce qui précède, c'est que j'ai cliqué ici. Donc ici, View Data with Display Applet, il est possible d'appuyer ici pour se remettre en Java. Donc quand on est en Java ici, il nous donne la main pour qu'on soit en HTML. Donc là je suis en HTML. Donc je vais faire un copier-coller.
je vais prendre un fichier Excel. Donc je vais faire plusieurs choses en même temps. Je vais exporter un fichier Excel à map et un fichier Excel qui contient des données. On va essayer de l'exporter pour travailler dessus sur map. Voilà. Voilà, donc ça c'est... Voilà. Donc en fait, il ne va pas tout copier. Voilà. Donc ça en fait c'est les données. Alors ce qui m'intéresse le plus, donc c'est pas la température, donc j'enlèverai ça. Donc j'ai la pression, density, ça m'intéresse pas, volume, et tout ça, ça m'intéresse pas du tout. Donc je veux juste pression en fonction du volume pour ce fluide. Alors ce que je vais faire, je vais rapprocher ces deux résultats. Hop. Et le tout, je le rapproche davantage pour voilà, qu'il soit ici. Alors comme les données sont récupérées sous forme HTML, donc les virgules sont habituellement des points. Ce que je vais essayer de faire, c'est de voilà, chercher, remplacer tout point par virgule. Voilà. Voilà. Ici, remplacer tout. Disque, on remplace tout. Ici, je fais comme ça, c'est tout. Voilà. Voilà, là c'est bon, il reconnaît. Alors ce que je vais essayer de faire, je vais essayer d'insérer un graphique de points qui contiennent les données P en fonction de V. Alors, série X, ça commence ici. Ici. X c'est le V, Y en fait c'est la pression, c'est là. Voilà. Alors pour une bonne représentation en fait et pour faciliter la tâche au niveau de l'optimisation des paramètres, je vais essayer d'alléger un petit peu cette courbe. Donc ça va vers des volumes assez grands. Ce qui m'intéresse le plus en fait c'est la zone d'équilibre de changement de phase qui sera par la suite analysée pour le calcul d'un certain nombre de propriétés, y compris la pression de saturation. Donc je vais essayer de minimiser un peu les données, donc ne pas prendre compte de toutes les valeurs que j'ai récupérées. J'ai diminué jusqu'à bon, c'est une fois environ. Voilà, donc là c'est déjà, j'ai allégé un petit peu cette partie, la partie vapeur. Je vais voir avec la partie liquide si je pourrais alléger un petit peu. Donc je vais faire descendre ma courbe un peu vers le bas. Bon, on voit que c'est un condensé des points en fait, et j'en ai pas vraiment besoin. Donc du coup j'en ai besoin de quelques points, une dizaine au maximum. Bon, ça comme ça c'est bon. Voilà, un autre point ici. Voilà, un autre point ici. Voilà. Ici c'est bon aussi. Ouais. À la limite, je vais enlever celui-là. Celui-là. Ouais, c'est bon. Voilà. Donc ma série de données peut être allégée ainsi. Donc ici. Je prendrai ces valeurs pour les rapprocher entre elles. Pour reformer une nouvelle série de données. Sans perdre autant la qualité du signal. Donc l'information est restée consolidée. Parce que comme vous voyez, j'ai pas. Le but c'était juste de préparer le terrain pour traiter moins de données, pour une bonne convergence. Voilà. Donc ça c'est mes deux séries de données qui vont être analysées par la suite. Série pression et série volume. Voilà. Donc pour préparer le fichier, pour qu'il soit facilement on va dire avalé par map, je vais faire ça. Je vais enlever les deux chiffres, les deux initiales de pression et volume, et je vais enregistrer les fichiers. Donc enregistrer sous.
Bon, ici je vais l'appeler nitrogène. Alors, sur map, il est possible d'appeler nitrogène, de l'appeler ici, outil, assistance ou assistant. Donc ici, importer des données, draw, nitrogène. On double-clique sur nitrogène, on va le prendre. Donc, suivant. Donc, je garde rectangulaire, suivant. Et j'appelle, je nomme la variable. Donc, je vais l'appeler pour commencer NIST, par exemple. Les données de NIST. Voilà. Donc là, il a pris une matrice de 31 lignes et de 2 colonnes. Voilà. Alors ici, on peut s'assurer qu'il reconnaît bien le NIST, notre variable. Donc NIST, effectivement, c'est notre variable. Donc, peu importe, on va la faire disparaître. Alors ici, il prend NIST comme étant une matrice. Donc là, je peux en fait, je peux séparer les deux colonnes de la matrice. Il est possible de les visualiser. En fait, c'est V et P. Et on va les affecter à pression et volume. Alors pour ça, on peut par exemple penser à V comme il était la deuxième variable, donc V de point égal. Ça sera NIST et ça sera un crochet en fait. Donc ça sera, vu que c'est la deuxième, ça sera tous les éléments de point, virgule, 2, la deuxième colonne. Voilà. Voilà, effectivement là, c'est une autre matrice de 31 lignes et d'une colonne. C'est la deuxième colonne. Alors il est possible de visualiser ça pour être sûr. Donc, pour visualiser, on a généralement eval. Donc eval matrice. Donc il faut une parenthèse. Et en fait, il faut un signe comme ça. Je vais essayer de l'écrire pour qu'il me le convertisse parce que j'arrive pas à le trouver sur mon clavier. Voilà, celui-là. Celui-là. Donc V. Et un autre pareil. Voilà. Voilà, celui-là. Ensuite enfer. Voilà. Donc là, il m'évalue en fait la matrice pour m'assurer, c'est sous forme d'un vecteur, pour m'assurer que c'est un volume. Alors effectivement, c'est un volume parce que j'ai des volumes là petits, ça commence de 9,86, voilà, et ça va vers 0,048, c'est bon. Donc je peux faire pareil avec P aussi. Donc ici, je vais affecter P de point égal, donc c'est le NIST. Donc c'est tout, virgule, la première. Voilà. Donc le point. Et ici je peux m'assurer aussi eval P. Voilà, effectivement c'est la pression. Donc je cache ça. Voilà. Donc il est aussi en fait possible de tracer ces deux vecteurs. Donc je peux affecter ces deux vecteurs à une matrice. En fait là il ne sera pas le plot matrice NIST, ça sera pas possible en fait parce que il plotte pas les matrices. Donc comme il plotte que des vecteurs. Donc si je mets plot la NIST, il le prend, voilà, il va pas me tracer les deux colonnes, il va tracer des droites correspondantes à chaque valeur il prend les deux points de chaque ligne comme étant des droites. Donc ça c'est pas bon. Si je veux visualiser le P en fonction de V, ce que je dois faire en fait c'est de former un nouveau vecteur. Donc je vais appeler M point égal, donc V virgule P. Voilà, donc là il reconnaît. Donc je le cache. Je mets plot, cette fois-ci M. Voilà. Télé voilà mon graphique. Mon graphique qui ressemble à ça.
Donc comme il était possible aussi de le zoomer, donc je vais pas m'intéresser à le zoomer pour l'instant, parce que ce qui m'intéresse le plus, c'est de faire un fitting de ces données. Alors pour faire un lissage de courbes, il y a une instruction qui s'appelle non-linear fit, mais avant tout il faut faire appeler un package statistique. Donc width, il me demande de mettre width statistics, voilà, statistics en grand. Et là il va charger un package d'outils statistiques. Voilà, c'est tout ce package avec toutes ces instructions statistiques. Donc là, deux points. Et je vais mettre mon instruction. Donc non-linear fit. Voilà. Et en fait, l'instruction, elle me propose d'écrire déjà le modèle tel qu'il est. Alors le modèle, alors ici, je vais essayer un modèle type Van der Waals par exemple, 0082 qui est RT, fois les données sont prises à une température de 120 Kelvin, divisé par, et ici il me demande un modèle. Donc un modèle avec une variable qui sera nécessairement différente du vecteur. Donc je mettrai une autre variable, par exemple R. Donc RT sur R moins, qui correspond à notre V habituellement utilisé, moins B. Voilà, ça c'est un paramètre, le paramètre inconnu, moins A sur R carré. Voilà. Donc ça c'est le modèle, en fait, c'est l'instruction qu'il impose, et virgule, et en fait il faut mettre les deux vecteurs. Les deux vecteurs sont V, virgule P, et réécrire la variable du modèle qui est R. Voilà. Alors après, il serait aussi intéressant de rajouter des valeurs initiales. Donc initial values. C'est l'instruction qui les demande, égale, donc un crochet, B égale, après il faut un A égale. Alors qu'est-ce qu'on va mettre dans ces B égale, A égale, donc comme le veut la philosophie du modèle, alors B se doit d'être covolume. Alors si on revient un peu à Excel, donc le plus petit volume ici c'est de l'ordre de 0,48, 0,4, donc je vais mettre quand même 0,004. Après la pression elle doit aussi être assez faible, donc la plus faible pression, donc c'est 1, donc nécessairement c'est un peu plus que 1 certainement, parce que je pourrais pas être à moins des pressions, à part si l'isotherme a été initialement conçu pour des pressions inférieures à 1 bar. Donc peu importe, je mettrai quand même juste une valeur initiale. Ça sera, bon, on mettra 1,5 par exemple, directement. Alors vraiment il y a un petit problème. En fait, j'avais mal écrit l'instruction, donc j'ai écrit non linéaire sans n, donc non linear fit. Après aussi, j'avais aussi peut-être commis une erreur sur initial values, donc j'ai réitéré sur les valeurs initiales, donc j'ai mis un B 0,03 et A 1,5. Donc ici entrée, ça me donne un modèle qui ressemble à ça, juste cette différence, le A et B sont connus. Donc là, il me remet le A et B ici. C'est des valeurs effectivement qui sont pas loin des valeurs qu'on avait trouvées auparavant avec Solver. Donc ici, ce que je peux faire en fait, c'est, je vais l'appeler ici, je peux l'appeler P, grand P, les deux points égaux. Voilà. Et le modèle sera un modèle de pression, donc P modélisé. Donc après, je peux plot P, grand P, pour visualiser un petit peu la variation. Donc ici, c'est pas bon. Je vais la tracer dans une zone de variation allant de 0 jusqu'à 1 par exemple. La variable en fait c'est R, donc R égale donc 0,1
donc 0,05, pour pas couvrir la partie qui est représentée par le modèle jusqu'à 1. Voilà. Donc ça, on voit bien qu'il s'agit effectivement d'une équation d'état qui représentait le fluide dans la zone de saturation. Et bon, moins que ça, on peut aller jusqu'à 0,6 par exemple. Voilà, 0,6. Et on peut aller un peu plus haut, 0, jusqu'à 50. Voilà. Donc ça, en fait, c'est ma courbe modélisée qui se rapproche en partie de la courbe expérimentale, qui est celle-là. Donc il est possible de revenir sur Excel pour voilà, imaginer des moindres carrés et appeler solver avec la même manière qui a été déjà illustrée dans les vidéos précédentes pour pouvoir retrouver ces valeurs. On s'approche presque à ces valeurs. J'ai fait ça moi-même en fait. Je retrouve quasiment les mêmes valeurs. On voit bien qu'il n'a pas commis trop d'erreurs sur l'évaluation et le lissage de la courbe et l'optimisation des paramètres. Ce que je vais essayer de faire en fait, je vais essayer d'utiliser une boucle pour trouver la pression de saturation de cet isotherme en fait. Vous savez qu'une fois qu'on dispose d'une équation d'état qui permet de représenter correctement le fluide, le comportement du fluide, surtout au voisinage de la zone de saturation, il est possible d'en tirer beaucoup de propriétés physico-chimiques, d'entropie par exemple, l'énergie interne, le CP-CV, et si on dispose de CP, il est possible d'avoir l'enthalpie, le potentiel chimique comme étant le VdP, donc il est en fait l'intégrale de cette courbe de dP par rapport à dV. Et il est possible aussi de trouver un paramètre extrêmement important qui est la pression de saturation. Donc pour la pression de saturation, je vais commencer par faire un calcul direct avant de penser à former la boucle. Donc pour commencer, je vais juste me dire que est-ce que par exemple une pression qui avoisine les 25 serait une pression de saturation. Pour ça, comme expliqué auparavant, il faut que ces deux courbes ces deux aires qui seront délimitées par la pression supposée soient égales. Les deux aires au voisinage de cette courbe en dessous et au-dessus. Donc virgule, donc 25, et après je ferme le crochet pour avoir une seconde courbe. Donc la question qui se pose, est-ce que cette aire serait égale à celui-là pour que cette pression soit comptabilisée, soit prise en compte comme étant une pression de saturation. Donc un peu plus peut-être, donc 26, chose comme ça. Voilà. Voilà. Donc pour ça, en fait, d'abord il va falloir calculer ces deux intégrales. Alors avant de les calculer, il faut supposer en fait une pression. La pression je l'ai supposée maintenant visuellement, mais pour automatiser les choses, il faut que ce soit une pression qui varie de Pmin jusqu'à Pmax. Et pour ça, il faut en fait dériver l'expression de P. Donc c'est D P, en fait, P par rapport à R. Voilà. Et mettre une instruction solve avant. Voilà. Donc solve ça. Solve ça, ça veut dire solve ça égale 0. Et là, il doit me trouver 3 volumes. Voilà. Ces volumes, en fait, ils correspondent à un volume avant. C'est une partie qui n'est pas couverte par le modèle, qui n'est pas bien représentée par le modèle. 0,02. Alors, on voit bien que c'est pas celui-là. Alors celui-là, il est en fait proche de 0,05. Donc c'est le deuxième et le troisième qui m'intéressent le plus. Le troisième, c'est celui-là. Alors pour ça, je vais les affecter à des valeurs. Donc par exemple, I, J, K, le point égal. Donc ça a été affecté à trois variables. Donc pour s'assurer, est-ce que le J c'est 0,06? Oui, effectivement. Donc il a affecté cette solution à ces 3 variables. Alors maintenant, ce qu'il faut faire en fait, c'est de remplacer dans l'équation le I et le J. Alors pour ça,
pardon, le J et le K. Pour ça, je vais mettre R de point égal J. Voilà. Et je vais appeler P. Voilà, P. Donc ça, c'est la pression en fait minimale. Pression minimale. Donc je vais appeler Pmin. Pmin de point égal. Donc maintenant, il connaît Pmin. Et la même chose pour Pmax. Donc avant tout, il faut un R de point égal à K. Avec un P. Avec un Pmax de point égal P cette fois-ci. Voilà. Effectivement, c'est 32. Voilà. 32, c'est le maximum. Donc là, j'ai mon Pmin et mon Pmax, et en fait ma plage de variation de pression qui, elle, en fait, délimite l'intervalle de variation. Alors pour s'assurer, est-ce que c'est cette pression qui est entre Pmin et Pmax est une pression de saturation, il faut que je calcule l'intégrale. L'intégrale entre V1, V2, V3. C'est 3 points de volume, donc de V1 jusqu'à V3. Alors pour ça, il faut résoudre l'équation encore, solve. L'équation P, en fait, moins cette pression supposée, qui est de 26. Donc, moins 26. Alors, en fait, quand je mets ça, ça me donne rien, effectivement, parce que pour lui, P a changé. Alors, P c'est une valeur, en fait, pour simple raison, c'est que R a une valeur. Donc, il faut vider le R. Le R a reçu K, donc au fur et à mesure que j'avais changé le R, P avait pris des valeurs, et en fait, là, P prend encore une valeur. Alors, pour ça, je mettrai R de point égal, ça. R, ça, voilà. Donc là, il a vidé le R. Si je reviens à P, effectivement, je reviens à l'expression de P. Voilà. Donc je fais ça. Et je reviens à mon instruction solve. Donc je mets solve. Ça, P, moins 26. Moins 26. Et là, en fait, il me donne des 3 volumes. Je vais essayer de les affecter encore à des valeurs. Donc L, par exemple, M, N, 2 points égal, 2 points, pour cacher ce résultat, et j'appellerai l'intégrale. Donc l'intégrale sera de L jusqu'à N de la fonction P fois dr. Voilà. Donc directement, on voit bien que cette intégrale n'égale pas 0, donc ça aurait été 0, on serait dit que cette pression est une pression de saturation, donc il reste toujours positif, ça veut dire que cette R là est largement supérieure à cette R. Donc la question maintenant, c'est est-ce que c'est possible de mettre tout ça dans une boucle? Donc oui, c'est assez simple en fait. Donc je peux commencer par une boucle type for. Donc pour ça, je crée des espaces comme ça pour remonter, voilà. Donc for, je vais l'appeler P supposé. P supposé 2, alors Pmin to P max. Alors je vais pas suivre les mêmes valeurs que j'avais avant, parce qu'en fait ça m'intéresse plus. Je vais moi-même calculer ce que c'est Pmin et Pmax. Donc from Pmin to Pmax. Alors au départ je vais avoir un intervalle large, donc des étapes, peu d'étapes pour voir est-ce que ça tourne bien. Après je pourrais minimiser un peu le pas. Alors, by 10, qu'est-ce qu'il doit faire? Donc do. Alors ici, première chose, c'est de me calculer les limites, les bornes en fait. Voilà. Donc je prendrai celle-là telle qu'elle est. CTRL-C. Voilà. Je le mettrai ici. Donc il va faire ça, ce travail. Il va faire IJK, solve. Après, une fois solve, il doit faire ça aussi. Donc je mettrai tout ça. Hop, jusqu'ici. CTRL-C.
Voilà. Voilà. Il a pas mis, en fait, il faut pas mettre tout ça dans une... Ouais, ça va être difficile. Donc le mieux c'est de... C'est que je les mette moi-même. Ensuite je vais essayer de réorganiser les choses dans la boucle. Voilà, là c'est pas bon. C'est pas bon. Donc je vais enlever tout ça, voilà. Je vais copier une par une, sinon je réécris. Donc R, 2 points, égale J, 2 points. Entrée, on a Fémin, 2 points égales. Donc ces 2 points c'est pas bon. Dans la boucle, ça devient des points virgules, comme ce qu'on avait vu avant. Fémin égale P, donc il va recalculer P. Il connaît maintenant la fonction P. Après, il faut le R, 2 points égale K. Voilà. Et c'est le Pmax. Pmax cette fois-ci, qui est égal à P. Donc maintenant il connaît Pmin, Pmax. Il faut vider le R par la suite. Donc R, 2 points égale R. Voilà. Après il faut résoudre ça. Et ça en fait, c'est plus le 26 parce que c'est une pression supposée. C'est le P sup. P supposé. Voilà. Voilà, donc là en fait j'avais juste changé les... Parce que j'avais des 2 points ici. Je les avais changés en point virgule. Et en fait là, le tour est joué, il ne me reste que calculer l'intégrale. Pour calculer l'intégrale, j'ai appelé la fonction intégrale. L'intégrale, ça devrait être calculé entre L et N. Voilà. De la fonction, ça, de cette fonction en fait. P moins P supposé. Comme ça. Fois D, en fait, c'est le R qui est en jeu. Qui est la variable en fait. Point virgule. Et cet intervalle, je vais l'appeler S, cette intégrale, pardon, je l'appellerai S, c'est point égal. Et je vais mettre une instruction print S. Donc pas seulement S, je imprimerai aussi le P supposé pour avoir une table de variation S. Voilà. Et après, je vais mettre aussi un point virgule ici. Donc ici, end do. Après, bon. Là en fait ça me donne des valeurs qui ne sont pas couvertes par parce que ça, le PSUP il commence en fait des plus petites valeurs et c'est pas bon, c'est pas intéressant. Donc ce que je vais faire, je vais enlever le 10, je mettrai un pas de 1, comme ça je verrai une plage de variation. Voilà. Donc là j'ai la pression en fait, la pression supposée, 15, 33, 16, ainsi de suite. Et la surface à côté, je vois rien qu'à un moment donné elle est positive, elle devient négative, ce qui veut dire que mon minimum se trouve ici, donc ma pression est susceptiblement entre 27 et 28. Alors pour affiner davantage, on peut penser en fait à une boucle, à une instruction d'arrêt. Il y a plusieurs manières de faire en fait. Je peux mettre un if ici, if s, donc je peux mettre S par exemple inférieur à une valeur, donc inférieur à 1 par exemple, and supérieur, S supérieur à moins 1, voilà, à moins 1, then bah là il fait l'impression, il print, voilà, il print, et pour ça je mets and if,
Voilà. Donc là, il m'a spécifié la plage, que la plage de variation de S qui est couverte par cet intervalle. Donc je peux le raccourcir un peu, 0,1, ici 0,1, je verrai ce que ça donne. Voilà. Donc effectivement là, la pression est de 28. Là, on est presque égal 0. Donc on peut toujours jongler avec cet intervalle, en fait, et le pas que nous avons choisi. Donc il est aussi possible de couvrir une plage de variation de température assez importante. Alors, on peut aussi penser à rajouter une seconde boucle for avant. Ok. Donc avant, ce que je pourrais mettre for, et je mettrai un T. Donc est-ce que P est en fait oui. P, je peux revenir un peu en arrière et mettre P. D'accord. Donc il suffit de reprendre ça, hop, CTRL C, pour mettre un grand P, voilà, 2 points égal, ça, CTRL V, et en fait ici, je mettrai R, 0,82, multiplié par T. Voilà. Donc ici, ma boucle peut commencer avec un for T, from, donc T, dans mon cas c'était un 120, donc je peux commencer avec 110 par exemple, to 130, by. Donc toujours je commence avec un pas allégé, by 10 par exemple, 2. Il va faire ça, et en fait tout en bas je dois avoir 2, 1, 2, 1, 2. Voilà. Donc s'il va mettre plus de temps, l'évaluation de la tâche, parce qu'il fait pour chaque valeur de t, il va faire plusieurs itérations, donc ça met un peu plus de temps certainement. Alors ici, ça me donne quelque chose, il me donne des résultats, mais en fait, alors ici, j'aurais bien aimé afficher les deux. Donc ici, je vais afficher T et P sup aussi. Donc voilà, en fait, il aurait fallu de rajouter le print T, P sup, S après, enfin avant la fin de la dernière boucle, avant de la fin du second undo, parce qu'en fait c'est là où j'ai besoin d'afficher. Et voilà, il me donne en fait des résultats. Donc le premier, il n'est pas à prendre en considération, comme ce que je vous ai dit, il s'agit d'un PSUP qui est, si vous voulez, mal supposé, ou qui est supposé à des valeurs qui ne sont pas en fait couvertes par le modèle. Par contre pour le reste, donc à chaque fois j'ai 115, ici j'ai 120, donc il l'a affiché deux fois, c'est juste ici, parce qu'en fait je peux aussi enlever ça. Voilà. Donc comme vous voyez, il va mettre un peu de temps, il met quand même assez de temps. Voilà. Donc 110, 115, 120, 125, 130. Donc là, en fait, j'ai une plage de variation de la température et la pression de saturation correspondante à chaque température, ce qui me permettrait par la suite, si je veux, extraire les différents coefficients des lois empiriques utilisées pour le calcul de pression de saturation, telles que Antoine, par exemple. Je pourrais tirer pour ce constituant, pour ce composé qui est l'azote, je pourrais tirer le ABC de la loi d'Antoine. Voilà. Donc c'était un petit tutoriel, j'espère que ça vous a intéressé. Puis je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Au revoir et merci.